Nous allons maintenant découvrir un petit peu la programmation avec le langage C# dans Unity. Donc ce que nous allons faire, c'est créer un script qui va nous permettre de pouvoir déplacer notre balle à l'intérieur de notre niveau. Donc je vais essayer de positionner un peu les éléments comme ceci, d'agrandir un peu le cube pour avoir plus de place au niveau du déplacement. Voilà, je prends ma caméra et je vais la surélever un petit peu, puis la faire tourner comme ceci. Voilà, donc là, lorsque je lancerai ma scène, je veux pouvoir contrôler la balle grâce au clavier. Donc nous allons démarrer tout de suite. Je clique sur le dossier script et je fais clic droit, create C# script. Et là, mon script a été créé. J'ai un nouveau script vide que je peux renommer et je vais le renommer player controller. Donc au niveau du développement, les fonctions sont en anglais, les mots-clés sont en anglais, donc il faut développer en anglais afin de respecter les normes internationales et que notre code soit compris par tous. Donc je double-clique sur mon script pour l'éditer. Et ce n'est pas à l'intérieur de Unity que nous allons programmer, mais à l'intérieur de MonoDevelop, qui est un logiciel fourni avec Unity, qui va vous permettre d'écrire votre code. Donc il y a un petit peu de code qui est déjà écrit dans notre fichier C#. Les deux premières lignes using sont en fait des imports, ce sont des fonctions qui sont importées, des fonctions de base qui vont nous permettre de réaliser des opérations. On a public class player controller mono behavior. C'est en fait le début de notre classe. Donc on déclare une classe publique qui s'appelle player controller. On ouvre l'accolade et on la ferme à la fin. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette classe donc fera partie de cette classe. Et il faut nommer la classe exactement comme le nom que nous avons donné à notre script. Et c'est là-dedans que nous allons pouvoir écrire notre code. Donc on voit qu'il y a deux fonctions qui sont déjà écrites. La fonction start, qui est la première fonction qui est lancée. Ça nous permet en général d'initialiser des variables. Donc une variable, ça peut être par exemple la vie d'un personnage. Vous pouvez très bien dire que la vie est égale à 100 au démarrage. Et ensuite, on a une deuxième fonction, la fonction update, qui est en fait une fonction qui tourne en boucle et qui réalise des calculs non-stop. Donc ça peut par exemple être le calcul d'une animation. Donc comment doit se déplacer un cube au cours du temps. Donc là, la fonction update tourne en boucle et réalise ses calculs sans s'arrêter. Alors, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est faire en sorte que la balle puisse se déplacer grâce aux flèches de notre clavier. Donc lorsque j'appuie à droite, je veux qu'elle roule sur la droite, lorsque j'appuie à gauche, je veux qu'elle aille à gauche, et ainsi de suite. Alors accrochez-vous, c'est pas très compliqué, il faut juste suivre un petit peu, essayer de comprendre la logique, et ensuite ça ira tout seul. Alors je vais commencer à écrire mes fonctions. Lorsque on déclare une variable, on doit, en C# écrire d'abord le type de notre variable. Il y a plusieurs types. Il y a le type int, il y a le type float, il y a le type string. Donc voilà à peu près les trois types que nous allons utiliser le plus souvent. Int, c'est un entier, ça peut être 1, ça peut être 5, ça peut être 89. Float, c'est un nombre à virgule, ça peut très bien être 8, tout comme 8.5, tout comme 64,121. Donc c'est un type qui peut gérer les nombres à virgule. Et string, ça signifie chaîne de caractères. C'est tout simplement un mot ou une phrase. Donc voilà les trois types principaux que nous utiliserons dans nos tutos. Alors nous allons déclarer deux variables. Des variables qui seront de type float. Une fois qu'on a donné le type de notre variable, on va donner un nom.
Donc la première variable, on va l'appeler move horizontal. Donc ça sera la variable qui va nous permettre de définir le mouvement horizontal de notre balle. Et on va déclarer une seconde variable qui sera move vertical. Ensuite, une fois qu'on a nos deux variables, on doit leur donner une valeur. Donc on fait espace égal. Et ici, on va donner une valeur à nos variables. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ma variable change en fonction de la touche du clavier que j'utilise. Alors, Unity a une fonction donc déjà intégrée hein, qui va nous permettre de détecter la touche sur laquelle la touche que l'on utilise, et c'est input. Donc vous voyez ici j'ai des suggestions qui me sont données pendant que j'écris. En fait ça s'appelle l'intelligence. Ça essaye de deviner ce que vous voulez écrire afin de pouvoir programmer plus vite. Et au lieu d'écrire input en entier, je marque IN et là ça me propose input, je fais entrée et le logiciel écrit pour moi le mot que je souhaitais entrer. Donc là, je ne me souviens plus quelle est la fonction qui va me permettre de détecter les axes horizontal et vertical. Par contre, je sais que c'est input qui me propose de récupérer cette information. Donc si j'ai un trou de mémoire, je fais CTRL et j'appuie sur la petite apostrophe qui est sur la touche 4 sur les claviers AZERTY. Donc CTRL apostrophe. Et là, vous ne pouvez pas le voir, ça s'est ouvert à côté. Hop. Je vais vous le remontrer. Je fais CTRL 4 et là, hop. J'ai la documentation de Unity qui s'ouvre directement et qui va me donner des détails sur le mot-clé que j'ai utilisé. Donc là, input. Alors ça charge un peu. Et une fois que la documentation est chargée, on a l'ensemble des fonctions de la classe input. Donc on a tout ce que input peut faire. Donc on voit que input, c'est ce qui va nous permettre de gérer les entrées clavier et souris, par exemple. Et lorsqu'on fait input point quelque chose, on peut appeler des fonctions. Par exemple, input.anyKey, ça signifie n'importe quelle touche. Donc, est-ce que une touche de la souris ou du clavier est appuyée? On a quoi encore? On peut avoir les inputs pour votre téléphone, input.orientation, device orientation, donc est-ce que votre téléphone est penché ou pas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer les axes. Et là, je vois que j'ai input.getAxis qui va me retourner la valeur de l'axe identifié. Donc c'est ce qui m'intéresse, je clique sur input.getAxis, et là j'ai un exemple de code, je me mets en C#, et j'ai un exemple de code C# qui fait exactement ce que je souhaite. Donc on voit input.getAxis et là il récupère ici hop, vertical et horizontal. Donc moi c'est exactement ce que je veux faire. Donc je vais copier input.getAxis vertical et je vais retourner dans mon script et je le colle input.getAxis et là c'est horizontal. Et chaque déclaration de variable se termine par un point-virgule à la fin. Et là on voit que je n'ai plus d'erreur dans mon code. Donc je dis que le déplacement horizontal est égal à input.getAxis horizontal. Donc la valeur de ma variable horizontale sera égale aux touches du clavier donc horizontale, c'est-à-dire flèche de gauche et flèche de droite. Si j'appuie sur la flèche de gauche, move horizontal sera égal à -1. Si j'appuie sur la flèche de droite, il sera égal à 1. Donc je pourrais être capable de savoir si je dois aller à gauche ou à droite. Pareil pour vertical, ça sera égal à 1 ou -1 en fonction de la flèche que j'appuie.
Voilà, donc là j'ai récupéré la valeur qui m'intéresse, et maintenant il va falloir que je définisse le mouvement de ma balle. Donc là j'ai la force, si on veut, ou l'axe, l'orientation que je dois prendre, mais il faut que je définisse mon mouvement. Donc mon mouvement sera un vecteur 3. Alors qu'est-ce que le vecteur 3? Je vais regarder un petit peu dans la documentation. Et le vecteur 3 en fait, c'est ce que vous avez dans Unity. Lorsque je clique sur la petite flèche ici qui me permet de déplacer mes objets, le vecteur 3 ce sont ces trois flèches. Vert, bleu et rouge. Ce sont les trois axes que peuvent emprunter les objets 3D sur notre scène. On voit dans la documentation, ici, hop, qu'on a back, down, forward, left, right, up, 0. Donc on a par exemple vector 3 up, c'est la flèche verte qui va en haut. Vector 3 right, ça va à droite. Left à gauche. Donc on a toutes les valeurs que peuvent prendre la vector 3. Donc si je me rends dans mon code, je peux déclarer une variable de type vector 3 qui s'appellera mouvement et qui sera égale à, donc c'est un nouveau vector 3, new vector 3, et le vector 3 est composé de 3 variables x, y, z. Voilà. Donc le mouvement sera un vecteur 3 qui aura 3 valeurs x, y, z. Donc le mouvement sur l'axe des x, le mouvement sur l'axe des y et le mouvement sur l'axe des z. Alors l'axe des y, comme on le voit ici sur le petit schéma, c'est le vert, la flèche verte. Notre balle ne peut pas se déplacer de haut en bas. Elle ne peut pas se déplacer vers le haut. Elle peut se déplacer que de gauche à droite ou en profondeur. Donc on sait que nous, le y sera toujours à 0. Donc je marque 0. Pour les x, c'est le mouvement horizontal, gauche-droite. Donc je vais marquer move horizontal. Et pour la dernière variable, vous l'avez deviné, ça sera move vertical. Maintenant que j'ai ma valeur pour mon mouvement, donc la valeur au niveau des trois axes, eh bien il faut que j'applique ce mouvement. Il faut que je dise à la balle dans quel sens elle doit se déplacer, à quelle vitesse. Pour cela, je vais utiliser le rigid body. Le rigid body que j'ai ajouté à ma balle, ici. Et le rigid body a plusieurs propriétés. Donc vous allez voir, pour accéder au rigid body, je dois écrire rigid body. Je vais faire CTRL apostrophe pour me rendre sur la documentation. Et on voit que le rigid body a plusieurs fonctions. Il a rigidbody.addForce qui permet d'ajouter une force à notre rigid body. Et le résultat, c'est que notre rigid body va commencer à se déplacer. Nous, c'est exactement ce que l'on veut. On a d'autres fonctions comme addTorque. Ça ajoute un moteur, un peu comme les roues d'une voiture. On a freeze rotation qui bloque la rotation. On a pas mal de fonctions. Rigidbody.mass qui va nous permettre de définir la masse du rigid body. Voilà, donc vous avez à peu près, donc combien on en a? On en a 93. On a 93 fonctions sur notre rigid body. Donc nous, comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter une force afin de faire en sorte que notre balle puisse se déplacer, et on va utiliser addForce. Donc comment fonctionne cette fonction? Eh bien, on fait rigidbody.addForce et entre parenthèses, on met le vector 3 qui correspond à la vitesse, l'orientation, la direction. Donc rigidbody.addForce et entre parenthèses, on spécifie le vector 3 et nous on l'a créé, c'est mouvement. Point virgule, j'enregistre. Je vais dans Unity et ici sur la console d'erreurs, je vois les éventuelles erreurs qu'il y a sur mon script. On n'a aucune erreur. La dernière chose qui me reste à faire, c'est prendre mon script et le faire glisser sur ma sphère, soit ici, soit directement sur la scène. Donc je le mets ici pour éviter les erreurs.
pour pas par exemple le faire glisser sans faire exprès sur le sol. Et on voit qu'il y a le player controller sur ma balle ici, et le script a bien été attaché. Maintenant, si je clique sur play, on voit que ma balle se déplace lorsque j'appuie sur les flèches de mon clavier. Alors la balle va très très doucement, c'est injouable. Par contre, c'est exactement ce que l'on souhaite faire. On souhaite faire en sorte que notre balle se déplace lorsqu'on appuie sur les flèches du clavier. Donc le concept, donc on l'a bien mis en place. Par contre, maintenant, il faut un mouvement un peu plus adapté au jeu. Donc pour cela, on va aller ici dans Add Force, et au niveau du mouvement, on va ajouter quelque chose. Donc on va multiplier le mouvement par une valeur, par exemple 100, et notre balle ira 100 fois plus vite. Donc là le script recompile, et on peut lancer le jeu. Et là on voit que la balle va très très vite, d'ailleurs trop vite. Donc la balle va trop vite, je vais devoir retourner dans mon script pour remodifier la valeur et mettre x10. Donc vous voyez que c'est pas terrible de retourner à chaque fois dans le script. Le client qui vous a demandé le jeu, il ne veut pas avoir à modifier votre code source à chaque fois. Donc ce que vous devez faire en tant que programmeur, eh bien c'est au début de votre classe déclarer toutes les variables. Donc on va par exemple déclarer une variable int speed qui sera égale à rien du tout d'ailleurs. Donc je vais vous montrer à quoi sert la fonction start. Je fais int speed et dans la fonction start je dis speed est égal à 10. Là j'attribue la valeur 10 à ma vitesse. Et ici, au lieu de multiplier par 10, je vais multiplier par speed. Et ainsi, Unity donc sera capable de comprendre que la vitesse est égale à 10. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Au lieu de mettre int, je mets public. Public int speed. Par défaut, on est en private. Donc si je spécifie public, vous allez voir que sur mon script ici, j'ai speed qui va apparaître. Lorsque vous mettez le mot-clé public, vous avez directement accès à votre variable et vous pouvez modifier la valeur manuellement ici. Donc au lieu de le mettre dans la fonction start, je vais directement le mettre ici. On voit que speed est égal à 10 au début du jeu. Par contre, je peux choisir manuellement la valeur de la vitesse. Je mets 12, je clique sur play. Et là, je peux jouer. Et ma balle va beaucoup plus vite. Alors la documentation nous dit une chose. La documentation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le add force, on doit le faire dans un fixed update. Et nous, on l'a fait dans un update. Donc je vais remplacer update par fixed update. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les calculs les calculs physiques, donc tout ce qui est rigid body, c'est des calculs au niveau de la physique, eh bien ces calculs doivent se faire dans un fixed update, qui est une fonction adaptée au calcul des mouvements par exemple, et ça va nous permettre d'optimiser notre jeu. Unity nous le dit ici, si vous voulez appliquer une force à plusieurs frames, donc vous savez qu'un jeu tourne par exemple à 60 images par seconde, donc on applique la force 60 fois par seconde. Donc si vous voulez appliquer une force à toutes les frames, vous devez l'appliquer dans le fixed update plutôt que le update, qui est une fonction beaucoup plus adaptée au calcul de la physique, et donc on aura moins de lag, moins de bugs, un calcul plus plus réaliste et fluide. Et une dernière chose que nous allons faire, c'est multiplier tout cela par time.delta time. Time.delta time, c'est une fonction qui nous permet de donner une vitesse qui sera la même sur tous les ordinateurs.
Si vous avez quelqu'un qui a un ordinateur très puissant, le jeu tournera à 200 images par seconde. Si quelqu'un a un ordinateur pas très puissant, le jeu tournera à 30 images par seconde, ce qui fait une énorme différence. Donc chez quelqu'un qui tourne à 200 images par seconde, le mouvement s'appliquera 200 fois par seconde, et chez l'autre 30 fois par seconde. Du coup on n'aura pas la même vitesse, pourtant on aura exactement les mêmes valeurs. Time.deltaTime va nous permettre de faire en sorte que ça soit homogène sur la totalité des appareils que nous allons utiliser. Donc voilà pour ce script de déplacement. Je fais CTRL S, je lance la scène, je peux mettre speed d'égal à 15 si je le souhaite, je fais CTRL S pour enregistrer ma scène, et là on voit que j'ai ma balle, donc là elle avance tout doucement. Donc c'est ce que je vous expliquais à l'instant, j'ai un ordinateur qui tourne à, on va dire 100 images par seconde. Du coup ma balle va tout doucement parce que j'ai mis le time.deltaTime. Donc je vais augmenter un peu la vitesse, je vais mettre en 100 et je regarde ce que ça donne. Voilà, c'est déjà un peu mieux, mais ça reste lent, je me mets en 500 images par seconde. Et là c'est un petit peu mieux. Donc c'est 500 images par seconde qui nous correspond dans notre cas. Donc là j'arrête le jeu. Ma valeur vitesse va se remettre à 15 images par seconde comme je vous l'ai expliqué, car les valeurs ne sont pas conservées pendant le jeu. Je vais me mettre en 600. Hop. Et là, ma balle va se déplacer à une vitesse convenable. Et comme vous pouvez le voir, elle ne peut pas passer à travers le cube. Hop. Si je prends mon cube ici, ma balle ne peut pas passer à travers le cube. Par contre, si je désactive le box collider sur mon cube, la balle va pouvoir passer à travers le cube. Donc voilà pour le déplacement de notre balle. Vous pouvez enregistrer votre projet et vous pouvez retrouver le script directement sur le site si vous souhaitez le télécharger. On se retrouve tout à l'heure pour poursuivre cette série de tutos.